Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Aurélie, je suis guide conférencière et aujourd'hui, ce live Évasion par passage secret va vous amener au musée de la vie d'autrefois qui pourrait être présenté par la petite phrase suivante « Parce que hier est un trésor ». Cette très belle découverte que nous partageons avec vous est l'œuvre insolite créée par Viviane et Jérôme de Witt. Ce tout jeune musée se niche en Seine-et-Marne, aux Ormes-sur-Voulzie, un village à 80 km au sud-est de Paris. Mais si le musée est jeune, il ne manque pas d'ambition. Faire découvrir aux petits et aux grands la vie de nos ancêtres en France de 1800 à 1950. Il est unique en Europe de par sa taille et la qualité de ses collections. Il s'en dégage une incroyable ambiance grâce aux mises en scène de la vie d'autrefois. Vous pourrez y découvrir 101 scènes très précisément, contenant 65 000 objets, un véritable tourbillon. Par conséquent, vous vous doutez que la présentation d'aujourd'hui ne vous révélera qu'une infime partie de ce lieu remarquable. Avec Viviane de Witt, nous avons construit cette visite pour vous faire ressentir l'atmosphère du musée de la vie d'autrefois. Oui, autrefois, car tout a changé. Notre vie, de notre premier cri à notre dernier soupir, n'a plus rien à voir avec celle de nos ancêtres. Quel que soit votre âge, cette plongée dans le passé sera un véritable choc. La visite du musée est une promesse d'une longue et jolie promenade, une immersion dans le cadre de vie de nos grands-parents, arrière-grands-parents et plus loin encore. Et pour le voyage des papilles, une pause au restaurant chez grand-mère, dont les casseroles sont tenues par un ancien élève de l'école Bocuse. Là aussi, une surprise de taille vous attend avec une Tour Eiffel. Mais pour garder un peu de suspense, Viviane vous en parlera un peu plus tard. Viviane de Witt, de nos jours, pourrait être ma maman, mais en 1900, elle aurait certainement été ma grand-mère. Je lui donne la parole, je lui passe donc le flambeau. Bonjour à tous, je vous emmène donc au musée de la vie d'autrefois et vous expliquer comment toute cette histoire a commencé. Vous voyez la photo du bas, un parc bien vert, une pelouse qui pourrait être une pelouse de golf. Eh bien, c'est le parc aujourd'hui. Vous regardez la photo du haut, c'est le même parc, pris à l'envers, et vous vous apercevez qu'on fait les foins et qu'on entasse des meules. Tout a bien changé. Alors, sur la photo du bas, vous voyez peut-être une balustrade bleue. Et mon petit-fils, l'aîné de mes petits-enfants, Arnaud, en vacances, appuyé sur la balustrade, me dit « Ami, raconte-moi ta vie d'enfant dans cette propriété. » Et je commence à raconter, et je raconte forcément la vie d'autrefois. J'ai alors devant moi quelqu'un qui est absolument étonné, ce n'est même pas le mot, il ouvre des yeux écarquillés. Il me dit « Mais ami, est-ce que tu réalises que pour nous, tu descends de la planète Mars ?» Je dis « Oui, mon chéri, je réalise tout à fait, tout a changé. » Il me dit « Mais pourquoi tu n'as pas raconté tout ça à notre mère? Tu n'as pas transmis ?» Je dis « Écoute, quelqu'un qui ne m'a pas demandé de raconter mon enfance, je trouvais que ça faisait un peu gâteux de la raconter quand on ne vous demande rien. Donc non, je n'ai pas transmis peut-être. Oui, mais et moi, comment je vais raconter l'histoire à mes enfants, à mes petits-enfants? Peut-être à mes arrière-petits-enfants, me dit-il. Est-ce que tu te rends compte, ami, que tu es la dernière génération à avoir vécu tout ça? Après toi, mais ce sera dans les livres, mais ce ne sera plus jamais des gens qui l'ont vécu. Alors, on parle, et je lui explique que en France, il y a 300 écomusées qui parlent de la vie d'autrefois. Et là, je suis très surprise de sa culture. Il me répond « Ami, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas la vie des Français autrefois. Ce sont des conservatoires d'objets, souvent régionaux, quelquefois très savants. Mais ce n'est pas la vie des Français dans son ensemble. Il n'y a pas de musée en France qui raconte la vie des Français dans son ensemble. Ça, c'est toi qui dois le faire. Absolument. Et sur le ton de « dessine-moi un mouton », ami, fais un musée. Alors voilà l'histoire du musée.
On est en 1820, 1830, 1850. Eh bien, c'est 80% de la population française qui vit à la campagne et qui vit de ou par l'agriculture directement ou indirectement. Alors, comment ça se passe à l'époque? Eh bien, vous voyez à gauche ce monsieur. Il a une faux sur l'épaule et il a devant lui un coffin avec une pierre à l'intérieur pour aiguiser sa faux. Il va faire un mouvement harassant, un mouvement de va-et-vient pour couper les blés. Et sa femme, comme vous le voyez sur la photo de droite, va faire les gerbes. Toutes ces personnes qui font la moisson, en fait, il en faut 20 à l'époque. Et elles travaillent, bien sûr, directement comme ça à la faux. Et pendant un mois, ils n'arrivent à faire qu'un seul hectare de moisson. Donc vous imaginez le nombre de moissonneurs qu'il faut, le nombre de personnes. Après cette opération, d'avoir fauché les blés, il faut les battre pour séparer la tige et la coque du grain. Et ça, on le fait sur des aires de battage, et ce sont des hommes avec des fléaux et des mouvements en cadence. C'est aussi un travail harassant. Alors, au fil du temps, on invente une batteuse qui va faire ce travail, éviter aux hommes ce travail harassant. C'est en 1859 que l'on va inventer les batteuses et, pour les mouvoir, les trépigneuses. En effet, la batteuse, elle ne se meut pas mécaniquement. La mécanique, eh bien, ce sont les chevaux qui vont la porter. Vous voyez ici sur la trépigneuse, en bas à gauche, et il y a une scène qui rappelle ça dans le musée à droite, vous voyez un pauvre cheval, un cheval qui pèse très lourd, plus de 700 kilos, et qui va peser de tout son poids sur une sorte de tapis roulant pour actionner la batteuse. Évidemment, les chevaux vont souffrir et certains d'entre eux meurent, même si on les laisse reposer 15-20 minutes tous les 3 quarts d'heure. Ça n'est pas bon pour les chevaux, ils meurent de crise cardiaque et un cheval à l'époque, c'est le trésor du paysan, ça coûte très cher, il n'est pas question de continuer à laisser mourir les chevaux. Alors on invente un autre procédé pour mouvoir la batteuse. On invente la locomobile à vapeur et c'est la photo que vous voyez avec une espèce de grosse roue. La locomobile à vapeur, elle va être inventée en 1909 et elle va durer jusque dans les années 60. Comme la trépigneuse et comme la batteuse, la locomobile à vapeur est louée. Elle va de ferme en ferme par des loueurs qui passent les journées, le temps qu'il faut pour la moisson. Elle est mue, c'est-à-dire elle est transportée par 6 bœufs. Et il faut évidemment que ce soit en terrain plat, on l'imagine bien. Vous imaginez ce travail. Regardez en bas, par contre. Vous avez des énormes engins qui, aujourd'hui, font tout le travail. Alors, on va faire un comparatif. En 1900, vous avez un faucheur ou des faucheurs. Pour faire 1 hectare de moisson, ils vont mettre 1 mois. En 1910, on a inventé la lieuse qui d'abord est tirée par des chevaux. Il faudra 10 jours. Et aujourd'hui, savez-vous combien il faut de temps pour moissonner 1 hectare? Eh bien, moyenne nationale, 1 demi-heure. Et dans la brie suréquipée, il faut 7 minutes et demie. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point tout a changé? 1 mois d'effort contre 7 minutes et demie. On peut bien dire que tout a changé. Alors bienvenue au musée de la vie d'autrefois.